Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci de votre fidélité. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est la 100e interview de Devenir pour agir. Et j'ai l'honneur, le privilège et la joie d'avoir comme invité une immense comédienne, actrice, 1m75, immense. Non, Annie Dupéré. Annie Dupéré, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Soyez la bienvenue. Mais merci, vous aussi. Merci de me recevoir et merci de me faire l'honneur d'être ma 100e invitée. 100e, c'est bien. 100e. Alors je voudrais commencer l'interview par une phrase de Nietzsche. Oui, allez-y. Qui se présentait de la manière suivante. Je suis corps tout entier et rien d'autre. L'âme n'est qu'un mot désignant une parcelle du corps. Et vous, Annie Dupéré, qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis une ancienne petite fille qui l'est restée un peu, pour deux raisons. D'abord, effectivement, parce que quand on a trouvé ses parents morts par terre à 8 ans et demi, cette petite fille-là est, je crois, pour toujours fixée en vous. Pardon, j'ai tapé sur le micro. Et puis parce que j'ai un métier après, il se trouve que j'ai opté pour un métier comédienne qui fait qu'il faut qu'on garde le sens du jeu, le sens de l'enfance, le sens de cet échange joyeux comme ça avec l'autre. Voilà. Donc je sais pas, j'ai pas de grandes idées sur le corps, l'âme, tout ça. Je suis très peu spirituelle, moi. Je crois au mystère. Voilà. Je pense que, je vais y aller carrément, je pense que toutes nos religions, notamment les monothéistes, ont été écrites par des hommes en un temps où les femmes valaient moins qu'un âne. Donc, je marche pas du tout là-dedans. Mais il y a un mystère, Je crois que si un Dieu, le fameux Dieu avec un grand D, s'il existe, est inappréhendable pour un esprit humain. Et donc, mais manifestement, il y a des mystères. Il y a des mystères de communication, j'en ai eu, des mystères d'aide, c'est très étrange. Les morts, les esprits sans doute sont avec nous et nous suivent. Oui, quelle définition donnez-vous du mystère? C'est le mystère. Il n'y a pas d'autre mot pour dire le mystère. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas savoir. On sait qu'il y a... Moi, par exemple, j'ai un ami très cher qui a aussi perdu ses parents en d'autres circonstances, puisque c'était les camps de la mort, mais qui, après, a eu des signes tellement péremptoires d'un au-delà quelconque, qu'il soit dessous, sur les côtés, là-haut, on ne sait pas où, que effectivement, il a dit « je suis certain ». Je suis certain, mais il ne faut pas taper sur la porte. Oui. Voilà. Voilà. S'il y a une frontière entre les vivants et les morts, de temps en temps, ça s'entrouvre et on est émerveillé, on se dit, mon Dieu, j'ai eu un signe, c'est indubitable. Il ne faut pas taper dessus. Oui. Il faut accueillir ça, comme disent les psys, quand ça vient, et puis laisser faire. Il faut accueillir. Voilà. Et Annie Dupéré, quelle est, pour vous, non pas comme les autres voix, mais votre plus belle qualité? Peut-être elle tient. Alors j'y reviens, je ne suis pas obsédée par cet orphelinat, mais je me suis construite là-dessus. C'est comme ça, je me suis construite en réaction d'abord à ça, avec un long travail pour finir par disons, pas accepter, j'aime pas ce mot, mais admettre que ça ait pu exister, que mes parents soient morts. Ça m'a donné, ça a été aussi quelque part une chance, en un sens. Pas une chance de perdre ses parents, mais commencer par un drame comme ça a une qualité. C'est que je crois que rien au monde n'aurait pu me faire tourner la tête. C'est-à-dire que quand vous avez vécu ça, vous avez ce que j'appelle une mesure étalon du pire. C'est-à-dire que quoi qu'il vous arrive de beau, de bon, on ne peut pas se laisser griser parce que tout de suite, attention, il y a ça aussi. Voilà, il y a ces grands bonheurs, il y a c'est un succès magnifique, mais attends. Et ça, c'est toujours en filigrane derrière. Et donc, ça empêche de se prendre au sérieux, ça empêche d'avoir la tête qui gonfle comme un melon, ça empêche de devenir une espèce de star un peu capricieuse. Voilà, on reste de plein pied avec les autres un peu et avec
une réalité des choses. Ça, c'est peut-être ma qualité. Votre qualité. Ouais. Alors Annie Dupéré, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, à la fois comédienne, actrice, photographe, écrivaine. Vous avez beaucoup de talent. Et en préparant cette interview, je suis tombé sur cette phrase du penseur Quentin Cripps qui souligne « Si j'ai quelque talent que ce soit, ce n'est pas pour faire, mais pour être. » Ah, c'est bien. Oui. Alors qui cherchez-vous à être avec c'est vos pas talents? mal, c'est pas mal. Non, je crois que je vous parlais hors Oui. caméra de Cyrulnik avec lequel on va faire effectivement une espèce de congrès comme ça sur l'orphelinat. Il disait lui-même, Boris, que effectivement les gens qui ont subi un traumatisme d'enfance comme ça, souvent se sauvent, comme il l'a fait lui, par le soin des autres, par le social, par tout ça. On compense en aidant les autres, voilà. Soit par l'art. Et quand on opère une résilience, comme il dit, par l'art, je crois qu'on a un tempérament artistique. On a un tempérament et on a souvent ce que j'appelle des dons cousins. C'est-à-dire qu'on est doué, moi j'étais aux Beaux-Arts, on est doué pour la peinture, on est doué pour le dessin. Moi j'étais dernière en tout le reste, mais première en français, donc j'aimais les livres, j'aimais l'écriture. J'avais découvert très vite que l'écriture, le fait d'écrire était un geste consolateur. Et puis il y a la comédie qui est venue en dernier ressort en fait. L'échange avec les autres, le à toi, à moi, les partenaires comme ça. Mais on peut s'orienter comme ça, on peut tout à coup cultiver tout ça, et puis il y a un art qui gagne, qui devient votre métier. C'est ça. Ce qui n'empêche pas de continuer les autres, Tout à effectivement. Oui, mais comment définissez-vous un talent alors? Est-ce qu'un talent c'est un don? Est-ce qu'un talent on l'a cultivé pour le découvrir? En tout cas, est-ce qu'on l'a cherché pour le découvrir? Je crois qu'au départ il y a un don. Au départ il y a un don, et puis après, effectivement, il y a énormément de travail. Bien sûr, il y a énormément de travail. Il y a un don, il y a la photo. C'est vrai que je rapproche la photo du dessin et de la peinture parce que c'est un cadrage. C'est un œil, c'est une manière de voir comme ça. Ça a un don. Je vais vous citer un don bête. Un don bête, c'est un don dont on parle très peu d'ailleurs, le sens des proportions. C'est-à-dire que si j'ai acheté un meuble, par exemple, qui doit rentrer entre deux murs, j'ai pas besoin de mesurer. Je regarde le meuble, je sais s'il y a 1 centimètre près, il rentre ou pas. Et ça, c'est une chose qu'on a, une estimation comme ça. Ça, c'est un don, il n'y a pas... ça se travaille pas, c'est immédiat. Le reste, après, la pratique, c'est autre chose. Par exemple, je vais vous donner un exemple, sur le travail ou le don qui reste en l'état. Donc j'étais aux Beaux-Arts. La première chose, je suis rentrée aux Beaux-Arts, je voulais être peintre. J'ai fait les 2 ans d'une merveilleuse école des Beaux-Arts à Rouen, à 15 ans. Hein. À l'époque, on pouvait faire ça. Quand qu'on avait, comme je l'avais eu, un malheur scolaire, absolument inintégrable dans le milieu scolaire, on pouvait, avec un niveau BEPC, rentrer dans des écoles niveau université. C'est-à-dire prendre des chemins de traverse pour quand même faire des hautes études. Donc j'étais rentrée aux Beaux-Arts et comme de temps en temps je reprends la peinture, il y a des gens qui me disent « Ah, mais pourquoi t'exposes pas ?» J'ai dit « Je ne veux pas exposer parce que je ne suis pas peintre. » « Mais comment ça, t'es pas peintre? T'as vu ton tableau ?» J'ai dit « Oui, il y a une différence. Je suis quelqu'un, puisque les dons restent, qui peut faire de jolis tableaux. Mais être peintre, puisque j'ai eu une grande amie peintre, je sais ce que c'est. Être peintre, c'est peindre tellement, tellement, qu'on découvre sa voix VOX en peinture. C'est-à-dire, qu'est-ce qui sort de vous comme nécessité de s'exprimer en peinture. Et pour arriver là, il faut faire fi de ses admirations, de ses goûts, de à quoi on voudrait ressembler en peinture, parce qu'on aime tellement, voilà. Et ce travail-là, je ne l'ai pas fait. Donc je ne suis pas peintre. Je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. Il faut savoir où on en est. C'est vrai. Alors, vous n'êtes pas peintre, en tout cas, vous êtes femme. Vous êtes une femme. Paraît-il. Est-ce que... Mais je pensais à Simone de Beauvoir qui dit « Je ne nais pas femme, je le deviens ». Oui. Vous, devenez-vous
toujours plus la femme que vous avez rêvé d'être ou que vous êtes. L'être. L'être. J'ai du mal à parler femme. Parce que je vais pas vous parler de ça. Mais c'est vrai que ayant été élevée, du moins, j'ai aucun souvenir d'avant la mort de mes parents. Donc après, je n'ai été élevée avec aucun exemple d'homme devant les yeux. D'accord. Aucun exemple de couple. Aucun. Il n'y a pas de référence. Voilà, est parti dans la vie comme ça d'une manière très réactive, contre le deuil, comme ça. J'étais invincible, quoi. Oui. Quand j'étais jeune, jusqu'à ce que je m'assouplisse, jusqu'à 28-30 ans, j'étais une espèce de, je dis pas de monstre, mais j'étais en tout cas un être hybride, plutôt mec dans ma tête. Et comme l'apparence était plutôt agréable à peindre, à déguiser, comme ça, je faisais très exactement ce que font les transformistes. Et c'est pour ça d'ailleurs je suis très ami avec les transformistes, les garçons qui se déguisent en filles, parce que je m'y reconnais complètement, j'ai fait ça toute ma jeunesse. On vous découvre. C'est génial, on vous découvre. Annie, je poursuis. Vous êtes à la fois une actrice et une comédienne. Quelle est la différence, la distinction que vous faites entre le théâtre et le cinéma? Ceci dit, je vais répondre rapidement à votre question précédente, je ne l'ai pas fait. Je tends, femme ou pas femme, ou être hybride, je tends à la cohérence. La cohérence, l'harmonie. À l'harmonie, c'est-à-dire je ne veux pas qu'il y ait un moi public et un moi privé où je serai... et puis j'ai la chance peut-être d'avoir offert aux gens une image comme ça... dans mon côté, je ne me prends pas au sérieux, assez simple pour avoir une notoriété douce, comme les drogues du même nom. C'est-à-dire que je ne suis pas comique, je ne suis pas chanteuse, on ne me tape pas dans le dos, ça me permet d'avoir des rapports assez normaux avec les gens. Alors, votre autre question, c'était... Oui, c'était vous êtes actrice, vous êtes comédienne. Quelle est la différence que vous faites entre le théâtre et le cinéma? Alors, j'ai une définition que je donne quelquefois aux jeunes comédiens qui me disent, mais sur les tournages par exemple, mais quel intérêt de faire du théâtre? J'ai dit, écoute mon petit comme une vieille actrice, mon petit, le théâtre c'est l'état adulte de l'acteur. C'est-à-dire que tu es responsable. C'est-à-dire que généralement, quand tu commences à jouer, peu de temps après la première, le metteur en scène n'est plus là. Quand tu commences à monter sur scène pour mener un spectacle du début jusqu'à la fin, en être responsable devant les gens, souvent il n'y a plus le directeur, il n'y a même plus les caissières. S'il y a un problème, c'est toi qui dis excusez-nous, on a un problème, on va fermer le rideau. Je veux dire, tu es complètement maître à bord. C'est ça. Maître à bord. Et ça, c'est une manière d'apprendre à mener un rôle du début à la fin. Alors je ne néglige pas du tout et je ne crache pas du tout sur le cinéma, la télévision, qui sont pour moi la même chose. Disons les tournages. Les tournages, mais sur un tournage, un acteur ou un comédien n'est, même avec la plus grande complicité avec le metteur en scène, toujours plus ou moins utilisé. Oui, c'est ça. Parce que c'est le film du metteur en scène. C'est lui le père de son film. Et il vous prend de loin ou il vous prend de près, il coupe une scène s'il y en a une en trop, vous n'êtes maître de rien. Vous vous êtes donné avec générosité pour le film, mais c'est son film. Tandis qu'une pièce, certes, il y a un auteur, il y a un metteur en scène, mais c'est l'acteur avant tout qui mène la baraque. Oui, c'est ça. Voilà. Mais alors, Orson Welles, lui, va donner une définition assez intéressante et vous allez répondre peut-être comment réagissez-vous à la citation suivante. La caméra, c'est un œil et une oreille. Cela t'emmène là où on la met. Le théâtre, c'est là où l'on t'emmène. Je ne comprends pas la phrase. C'est là où on la met quoi? On met la caméra. Le cinéma, c'est là où on la met. Oui, d'accord. Bon, qui vous prend de loin ou de près, etc. Et le théâtre, c'est là où on t'emmène. Et c'est là où l'on t'emmène. C'est-à-dire que finalement, le théâtre, la caméra, je dirais, il y a une certaine liberté. Voilà. Et le théâtre, il y a peut-être une certaine, non pas obligation, tout à l'heure on parlait hors caméra de l'obligation, mais il y a peut-être une certaine... C'est-à-dire qu'on va le mot temps. Vous êtes sûr de la traduction? Ça, je t'emmène. C'est bizarre.
Bon, on va passer sur la... Je sais pas, je la trouve idiote cette phrase. D'accord. Oui. Non, mais... Pardon, Orson. Alors, vous êtes écrivaine. Oui. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Est-ce que... 14 à ce jour. 14, c'est ça. Est-ce que être écrivaine, c'est, comment dirais-je, transcrire, faire passer l'invisible au visible, l'intériorité à l'extériorité? Non, c'est pas ça l'invisible au visible. C'est, vous savez, à 12-13 ans, quand j'ai découvert effectivement les bienfaits de l'écriture, moi qui était encore très pas sûr d'avoir le droit d'être sur Terre sans eux, hein, j'ai découvert que cet éprouvé flou des pensées, des idées qu'on avait, le fait de les traduire en signes et de les poser sur le papier, était en plus dans une position un peu fétale comme ça. Était une chose qui faisait du bien. Alors je ne sais pas si c'est de l'invisible ou oui, l'invisible peut-être, oui, mais en tout cas c'est il y a une chose très importante pour moi, c'est il se trouve par extraordinaire que j'ai été très amie un temps avec Romain Gary. Je ne sais pas pourquoi, il m'avait pris comme une petite sœur. Il avait lu mon premier roman d'ailleurs, qu'il avait aimé, j'en suis très fière. Et c'est vrai qu'il a écrit quelque chose, Romain Gary, qui m'a beaucoup aidé dans l'écriture. Il disait qu'au début, on lui renvoyait ses textes parce qu'il écrivait pour lui, comme ça, il écrivait comme ça, ce qui lui plaisait et tout, il ne comprenait pas pourquoi. Et il a écrit un très joli texte sur l'écriture où il dit « Je n'avais pas encore compris que offrir un texte aux gens, c'est les amener dans une maison inconnue où il faut leur dérouler le tapis rouge, leur montrer où est-ce qu'on sonne, comment est-ce qu'on ouvre la porte, où est-ce qu'on allume la lumière, comment est-ce qu'on se dirige, où est l'escalier pour monter, voir tel personnage dans telle pièce ou tel personnage là. Il dit qu'il faut les amener, il faut les mettre confortablement. Et il dit, j'avais pas compris ça. Et je trouve ça merveilleux. Et c'est vrai que je dis toujours, par exemple, quand il y a des élèves qui étudient parfois un de mes livres, là, le voile noir, et qui me disent, mais comment on fait pour écrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur dis, écrivez des lettres. Écrivez des lettres. Vous avez envie d'écrire une histoire ou de dire ce que vous racontez quelque chose. Mettez-vous un lecteur invisible ou un ami. Alors vous écrivez vraiment à un ami si vous voulez, ou vous mettez un ami imaginaire là. Et vous essayez d'être clair, de lui faire comprendre. C'est-à-dire que vous n'écrivez pas pour vous. Le fait d'écrire pour quelqu'un et pour se faire comprendre, d'abord ça évite de se répéter pour ne pas l'emmerder. C'est ça. Ça évite les digressions comme ça pour soi parce que ça va l'ennuyer. Il faut penser à l'autre comme ça en disant ah, voilà, je veux qu'il partage mon histoire, je veux l'amener là, je veux que ce soit très clair. La clarté, c'est la politesse de l'écrivain à mon avis. Oui. Est-ce que pour vous, écrire, c'est respirer? C'est Jouvet qui dit ça, qu'un texte, c'est une respiration. Ah oui, après, quand on la lit. Quand on l'écrit, je suis pas sûre. Alors, j'ai souvent entendu des auteurs dire des choses qui m'estomaquent. Alors, je suis partie, j'étais dans une telle inspiration que j'ai été menée par mes personnages qui m'ont échappé. Alors là, je dois dire que je n'en reviens pas. Je pense qu'ils mentent. Je pense que c'est une espèce de légende. L'auteur qui est tout à coup embarqué par son personnage qui l'emmène. Attends, Coco, c'est toi qui écris, quoi, quand même. Non, je ne connais pas le mot inspiration. J'élève des poules. Je vous livre ça. J'élève des poules à la campagne. Je vais vous dire, moi, quand j'écris, d'abord, il faut que j'ai l'évidence d'un livre, l'évidence soit d'une question, d'un sujet qui se bâtit comme ça petit à petit, comme une toile d'araignée, et un jour j'écris la première phrase, et c'est comme un truc, et après on tire le fil, comme ça. Et toujours avec ce lecteur imaginaire en face, comme ça. Et c'est vrai que quand j'ai cette évidence-là, quand je pars dans un livre, je dois dire qu'il n'y a rien de grisant. Je ne connais pas le mot inspiration, mais je connais pas. Ah oui. Je connais pas. D'abord j'écris le matin, l'esprit clair, quand par hasard il m'est arrivé de me laisser embarquer dans une chose qui pourrait ressembler à de l'inspiration le soir, j'ai tout foutu à la poubelle le lendemain, c'était épouvantable.
Donc jamais la nuit, jamais le soir. Donc le matin, l'esprit clair. Et la meilleure comparaison que j'ai de moi en train d'écrire, c'est ma poule en train de pondre. Je me mets sur le nid et je ponds. Et je ponds assez laborieusement, faut le dire, et sans griserie aucune. Non mais c'est une belle métaphore, c'est vrai que c'est... Oui. Non, c'est... Annie, je voudrais poursuivre en revenant un peu sur le théâtre. Oui. Est-ce que le théâtre, finalement, pour faire du théâtre, faut-il mentir? Jules Renard souligne que pour faire du théâtre, il faut avoir l'enthousiasme du mensonge. Ah, vous aimez beaucoup les phrases. Oui, l'enthousiasme du mensonge. C'est-à-dire que dans le sens où... rendre crédible quelque chose de faux, voilà, c'est ça. Oui, pourquoi pas, dans ce sens-là, oui. Rendre crédible quelque chose de faux le plus sincèrement possible. Mais je fais partie de cette école d'acteurs très européenne, qui est l'école du semblant. On fait semblant. C'est-à-dire qu'on rentre dans un rôle, on en sort. C'est absolument, totalement l'inverse de l'école américaine de l'acteur studio qui va se prendre la tête à deux mains sans s'entraîner à ressentir ça pour le montrer. C'est pas la peine de ressentir. J'adore le mot de Laurence Olivier, je crois, avec un grand acteur américain qui faisait le tour du pâté de maison pour être essoufflé comme ça. Et Laurence Olivier, grand acteur de théâtre, le regardait avec curiosité. Il disait... Vous êtes vraiment obligé de faire tout ça. Pourquoi ne jouez-vous pas? Je trouve ça formidable. Pourquoi ne le jouez-vous pas? Au lieu d'essayer de le vivre, c'est pas la vie, le jeu. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt de cette école européenne comme ça, où on joue sincèrement, le plus sincèrement possible, mais généralement, quand on a une grande scène d'émotion, une grande scène de l'âme, on rigole tout de suite après, quoi. C'est ça. Au contraire, on casse. C'est ça. On casse ça. Et mais quelle est la part d'imagination dans le rôle d'actrice que vous êtes? Parce qu'il y a une imagination dans l'interprétation d'un rôle. Oui, en ce sens où on contient certainement, où on contient en imagination des tas de choses qu'on n'a pas vécues, qu'on ne vivra jamais, qui sont... Par exemple, dernièrement, n'est pas encore sorti, justement, dans notre télévision sur la 2 ou la 3, j'ai fait le rôle d'une psychopathe, mais vraiment une femme extraordinairement folle, vraiment. Vraiment un truc entre Chabrol et Hitchcock, comme ça, que j'ai tourné, qui va s'appeler Petit Ange, je le livre si jamais vous voulez. C'est un rôle absolument effrayant. Et ceci dit, il était extraordinairement bien fondé au niveau psychologique, au niveau... Donc je pouvais tout à fait m'approprier cette femme qui était dangereuse et qui avait développé une vraie folie, quoi. Tout des dehors comme ça, mais très machiavélique. Et c'est très intéressant à jouer, ça. Par exemple, c'est vrai que j'ai fait dans une autre télévision une chose dont j'ignorais l'existence. Quelquefois, des rôles vous donnent l'occasion, comme ça. J'ai joué une de ces mères terribles qui rendent leurs enfants malades. Généralement, elles viennent du milieu médical. Elles savent qu'est-ce qu'il faut leur injecter, qu'est-ce qu'il faut leur donner comme médicament pour créer des effets secondaires, des maladies. Et alors, elles se donnent le beau rôle de se dévouer pour leurs enfants. Et sur ce, j'ai regardé plusieurs reportages là-dessus. Ça s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration. C'est-à-dire c'est une fausse maladie qu'on transpose sur les enfants pour se donner le beau rôle de celles qui se sacrifient pour l'enfant. Des mères qui ont été jusqu'à faire opérer d'un rein alors qu'elles n'en avaient pas besoin. Des choses. Alors sur ce, j'ai regardé, là pour le coup, des reportages. Et quelquefois, des rôles comme ça vous donnent l'occasion de découvrir des choses de la vie qu'on ne soupçonnerait pas et qui sont intéressantes. Hein. Mais jouer un rôle, finalement, est-ce pas un miroir pour soi-même? Non, pas forcément. Est-ce que vous découvrez de nouvelles facettes de vous en jouant différents... Non. D'accord. Non, honnêtement, non. D'accord. Non, c'est... Alors, Annie, je peux prêter des facettes de moi, mais en découvrir, non, oui, je pense pas. D'accord. Alors, je vais reciter, j'aime les citations, Akika, Khosrova.
Et voilà ce qu'elle souligne, notre amie. Le cinéma ressemble tellement aux autres arts. S'il y a des caractéristiques littéraires, il y a des caractéristiques théâtrales. Un aspect philosophique, des attributs empruntés à la sculpture, à la musique, à la peinture. Annie Dupéret, ma question est la suivante. Elle parle d'aspects philosophiques. À votre avis, quels sont ces aspects philosophiques que vous trouvez dans le cinéma et que vous trouvez dans le théâtre? Quelle est la place de la philosophie finalement? Elle est dans le théâtre, elle est évidente. Dans le cinéma, il y a... Je joue en ce moment une pièce, un texte de Jean Marbeuf, qui est un cinéaste lui-même. Et je parle de... Enfin, il parle par ma bouche, c'est une femme qui parle, de la génération, où elle dit, nous, dans les années 70-80, on s'est grisé de rock et de félicité, on a cru à l'éternité, au stone, et elle parle à la jeune génération, et vous allez payer nos errements, nos erreurs. Et elle dit, et pourtant, nous avions vu Soleil Vert, Mad Max, 2001, pas des films confidentiels, hein, des blockbusters, des succès mondiaux. À quoi sert le cinéma si ça ne révolte rien? Abel Gance a écrit, a tourné J'accuse en 1918, ça n'a rien empêché. Remake en 1937, ça a été la Shoah. Et elle conclut, j'irai plus jamais au cinéma. Ah oui. Sauf pour revoir Le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls. Voilà. Donc le cinéma aussi peut être source tout à coup de mais il faut l'écouter, il faut prendre la leçon. Apparemment, nous n'avons pas pris la leçon de Mad Max, nous n'avons pas pris la leçon de notre Soleil Vert, vu ce qu'on vit au niveau écologique et tout ça. On n'a pris aucune leçon. Et pourtant, des gens dans le cinéma ont été des visionnaires absolument incroyables pour nous dire, méfiez-vous, ça va arriver. Ça va arriver. Et on n'écoute pas. On dit, oh, c'est du cinéma. Oui, c'est une expression finalement qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà, qui ne veut pas dire grand-chose. Qui ne veut pas dire grand-chose. Annie, quel regard avez-vous sur la société actuelle? Oh, taisez-vous. J'aime bien votre réponse. Donc je me tais, je vous laisse parler. Je suis très effrayé. Je suis évidemment très effrayé, comme beaucoup de gens. Très effrayé, très effrayé, très effrayé. Je vais encore citer le texte que je lis. Cette femme, à un moment, dit je regardais ma bibliothèque et je me disais, mon Dieu, que de beaux livres avec des sentiments extraordinaires, que d'espoir en la race humaine, mais que de témoignages aussi sur l'ignominie des hommes. Il y a Steinbeck, Peggy, Primo Levi, Camus et tellement d'autres, etc. Et elle parlait à ses enfants, elle dit, dites-moi mes enfants, vous les avez étudiés ces chefs-d'œuvre? Vous les connaissez, hein? Vous avez été à l'école? Vous avez appris la géographie, l'histoire? Rien ne vous a échappé. Et pourtant, vous êtes amorphe, absent, résigné. Votre éducation n'a donc servi à rien, hein? Mais réveillez-vous. Réveillez-vous, mes enfants. C'est ce que j'ai envie de dire aux gens. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je trouve les gens dans une apathie, mais une apathie. On nous mène vers un monde d'hyper-contrôle à la chinoise. Bientôt, on va nous inventer un passeport numérique où il y aura tous les trucs médicaux, les machins. Si vous avez été ceci, si vous avez été cela, et vous ne pourrez plus faire un pas. Il y aura même vos comptes en banque. On pourra vous bloquer vos comptes en banque si vous n'êtes pas d'accord politiquement. Faut bien entendre ça. Faut le savoir, mes enfants. Faut le savoir. Révoltez-vous. Réveillez-vous. C'est super. C'est vrai, c'est génial. C'était vous avez devancé la question que j'allais vous poser à la fin, c'est quel message d'espérance proposez-vous? Oui. Regardez bien ce qui se passe. Vous ne laissez pas endormir. Vous ne laissez pas endormir en disant oh mais ils font ce qu'ils peuvent. Non mais ils ont peut-être raison parce que oh oui mais je présente mon QR code. Attention. On va faire de vous des robots, des machins, des trucs. Vous êtes des trucs pour eux. Voilà. Non, c'est une belle. Une dernière question, malheureusement, l'interview s'achève, mais avec les différentes cordes que vous avez à votre arc, Annie, vous considérez-vous comme une artiste?
Et qu'est-ce qu'une artiste? Oh ben je pense, oui. Et alors, quelle définition donnez-vous de l'artiste? Je pense que c'est quelqu'un qui, que ce soit par le livre ou par le jeu, par l'intermédiaire de ses rôles, est un vecteur de pensée et d'émotion pour le public, qui rend lisible quelquefois des choses où les gens se disent « Ah tiens, ça, j'aurais pu l'écrire ». Ou ça, « Ah tiens, ce qu'elle exprime là, ah c'est de ce texte par exemple, dont j'ai dit un petit bout, voilà, de Jean Marbeuf, il y a souvent des gens qui viennent me voir, qui sont presque en larmes à la fin du spectacle en disant « Soit j'aurais envie de dire ça à mes enfants et je n'ose pas, oui. Soit j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à ma mère. Ma mère, j'ai entendu, il y a un monsieur que j'ai trouvé l'autre jour en larmes sur le trottoir, qui avait une petite 50aine d'années, qui m'a dit j'ai suivi ma mère jusqu'au bout, elle ne m'a pas dit tout ça, j'ai entendu tous les mots qu'elle aurait pu me dire dans votre bouche. Donc ça, c'est des choses belles, c'est des choses qu'un artiste peut donner tout à coup. Et je pense que on est des vecteurs d'émotions, de pensées, que vous auriez peut-être pu avoir et tout à coup qui sont lisibles. Voilà, on rend lisible des choses. Rendre lisibles les choses. Annie, êtes-vous heureuse avec toute la carrière que vous avez? Êtes-vous heureuse? Je ne sais pas si je peux dire. Je préfère le mot de Colette. Je préfère dire que le bonheur étant une chose assez inatteignable comme ça, les bonheurs. C'est beaucoup plus simple sur le mot pluriel. Ouais. D'apprécier les choses petites ou grandes qui vous arrivent, d'essayer de tempérer les mauvaises nouvelles et les mauvaises choses et les coups de cafard. Garder quand il y a des choses qui se passent comme actuellement, des dangers comme ça de société, restez vigilant. Garder une petite colère intérieure prête de vigilance comme ça. Et puis, il y a un conseil aussi que je donne toujours aux jeunes comédiens, mais c'est peut-être valable pour d'autres métiers. 50% de passion, 50% de désinvolture. Et ça n'est pas du je m'en foutisme. Attention, la désinvolture est un très beau mot. C'est une espèce d'élégance de pouvoir, tout à coup, on a un échec et au lieu de se lamenter, de se laisser tomber, on dit allez, on va passer à autre chose. C'est ça, la désinvolture. Et effectivement, dans notre métier où on a tellement et de succès et d'échecs et de déceptions et tout ça, c'est une énorme qualité de pouvoir être ce que j'appelle désinvolte, c'est-à-dire passion, mais ne pas se laisser avoir par les déceptions, par tout ça. Allez, hop! C'est encaisser un échec avec le sourire et rebondir. Vous êtes une très grande philosophe, Annie. Vous êtes une très grande philosophe. Merci infiniment de m'avoir reçu. Merci à vous. Vraiment, merci. Et permettez-moi de terminer par une nouvelle citation. Allons-y. Qui vous caractérise. C'est marrant parce que vous avez commencé l'interview en parlant du mystère. Oui. Et moi, je termine l'interview en parlant du mystère avec Augusto Branco qui souligne « Au théâtre, le mystère de la vie ne s'arrête pas à l'ouverture des rideaux, il ne fait que commencer. » Ah ben voilà, oui, tout à fait. Nous sommes dans un mystère. Eh oui. Merci Annie pour votre joie, merci pour votre sourire, merci pour votre humanité. Okay. Vraiment, merci beaucoup. Les amis, merci pour votre fidélité. C'est la 100e interview. Merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. On va fêter ça. On va exactement. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Belle semaine à vous. À bientôt.